La semaine dernière, on avait fait une première sujet sur lequel on a parlé beaucoup du legacy, à comment on allait pouvoir construire une grappe de savoir qui allait être la base pour tous nos outils et notre usine logicielle par la suite. Donc là, aujourd'hui, on va parler un peu plus de la partie phase de dev. Donc, on va parler rapidement de notre méthodologie, un peu plus rentrer dans le détail des boucles de rétroaction qu'on met en place sur la partie de usine de développement pour justement avoir des réponses pertinentes qui correspondent à vos contextes et comment on peut mettre en place une usine pour chaque contexte applicatif. La semaine dernière, on était vraiment dans le réel de ce qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'il y a de l'existant. Au début, on est venu avec notre méthodo et les gens nous ont dit c'est bien joli votre truc, mais ça ne peut marcher qu'avec des projets qu'on lancerait. Et on leur a dit non, mais par contre, il y a un a priori, c'est-à-dire qu'il faut retrouver un peu d'abstraction dans le projet. Et c'est pour ça que la première partie qu'on a fait, qui était plutôt prendre de l'existant et créer des graphes d'informations à tous les niveaux. Donc, un graphe de dépendance technique, puis après des graphes fonctionnels et des graphes d'interface qui sont tous reliés. Et c'était vraiment le sujet de la semaine dernière. Là, on met plutôt en avant toute la façon dont dans un écosystème où on a déjà ces graphes, on augmente la vitesse de réalisation de tickets. Donc, justement, le défi pour nous, c'est de pouvoir obtenir une vélocité importante sur une code base mature, parce qu'à la limite, faire du dev sur une nouvelle solution qui n'a pas de contexte, qui n'a pas d'histoire, c'est facile, trop. Et c'est pas la réalité de la vie tous les jours sur nos projets. C'est un code base qui est mature et donc il faut pouvoir le prendre en main rapidement et bien entendu sans créer de dettes techniques. Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui à faire? Donc, c'est un peu notre promesse, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure de traiter un ticket élémentaire, donc un ticket simple, sur la partie réalisation jusqu'à déploiement sur un environnement de test en environ 15 minutes. Après, on parlera tout à l'heure de le découpage en tickets complémentaires sur des tickets complexes. C'est quoi le secret? Pourquoi on arrive aujourd'hui à le faire? Ce qu'on constate avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est le fait de construire le contexte, de donner toutes ces informations à l'IA pour qu'il puisse s'en servir comme GPS pour avancer correctement est primordial. Et si on n'a pas ces informations-là qui sont documentées et disponibles pour l'usine, on n'a pas les résultats qu'on souhaite avoir. Qu'est-ce qu'on est capable de réussir à faire aujourd'hui? On constate qu'on a 80% de réussite sur les tickets simples dès la première itération. Après, il y a des expliquer ce qu'on entend par première itération après. Qu'est-ce que vous entendez par ticket? Bonjour à tous. Bonjour. Je voulais juste savoir ce que vous entendiez par ticket. Est-ce qu'on parle ici d'un changement dans le cadre d'un projet ou est-ce qu'on parle d'un incident ou de Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Donc, et c'est pour ça, justement, on va rentrer un peu plus dans le détail de la granularité. C'est la plupart du temps, des fonctionnels, ils ont envie, par exemple, que sur un bouton viennent se greffer des renseignements supplémentaires ou des choses comme ça. Et là, c'est ce qu'on appelle des tickets élémentaires. Il n'y a pas de changement de fond avec apparition de nouvelles tables. Et ça en 15 minutes, on a une branche qui se forme, mais on va voir dans les exemples d'après, qui permet aux fonctionnels, en gros, si je vais vite, le vibe coding à l'heure actuelle, c'est l'idée d'aller prendre du code que les IA ont déjà vu et de refaire une application qu'ils ont déjà fait. L'idée d'un cloud projet ou de toutes ces applications, c'est de refaire un peu ça, mais avec des gens qui vont driver au plus près, des développeurs qui connaissent l'application. Ce sont les développeurs qui sont le GPS. Là, nous, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est comment je construis le GPS sur toutes les informations, mais vraiment, quand je dis tout, c'est les guidelines, nous, elles étaient à 20 pages, maintenant, elles sont à 130 pages. C'est dans le détail, à chaque coup, on rajoute du détail pour être sûr que
on a la bonne carto. C'est comme à l'époque des voitures Google, on commence à identifier de plus en plus de routes. Et une fois qu'on a bien ces bases documentaires, à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des tickets, de plus en plus de tickets en autonomie, avec vérification humaine, mais on va rentrer dans le détail. Oui, donc les tickets, ça peut être des tickets simples qui sont des changements visuels, comme ça peut être des changements d'algo, comme ça, tout type de ticket peut être traité de la même manière, mais après, le nombre d'itérations nécessaires va varier en fonction de la taille et la complexité du ticket. Ok, merci. Donc, justement, cette approche pour nous, il est vraiment, je vais revenir un peu sur notre méthode juste après, c'est la partie phase amont, clarification du besoin, donc bien comprendre où on va. Après, c'est comment on va y aller. Donc, la phase vraiment de génération de code, c'est quoi la meilleure façon de le faire, quelles sont les bonnes pratiques que je dois prendre en compte, les règles de sécurité, tout le contexte du projet qui sont nécessaires. Et on préconise toujours dans notre méthode une approche hybride. Ça veut dire que vous avez une partie qui est faite automatiquement par l'usine, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une validation. Nous, à terme, on envisage une validation inversée. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est qu'il y aura une validation fonctionnelle en premier. Ce qu'on a fait, ça correspond aux besoins fonctionnels. Et à partir du moment qu'on a obtenu cette validation, on va pouvoir faire une validation technique du respect de l'architecture, des règles, etc. C'est les boucles. On va y arriver juste après sur les boucles rétroactives. Donc, sur la partie méthodo, juste pour faire un petit rappel de notre vision de la mise en place d'une usine de développement assisté par l'IA. La base, c'est la grappe de connaissances, les grappes de savoir. Donc, c'est une documentation vivante qui sera là en permanence et qui va être alimentée en permanence. Ça nous permet de faire quoi? De travailler sur la phase amont, sur laquelle on va avoir des agents de conseil qui sera là pour l'expression du besoin, qui, à partir d'un besoin utilisateur, vont pouvoir travailler sur le ticket. Et justement, on va voir un petit peu cette phase de création du ticket parfait dans les vidéos qu'on va vous montrer juste après. Après, il y a la phase de développement. Aujourd'hui, la phase de développement, c'est une phase. Là, on l'a découpé en deux parties parce que justement, nos retours d'expérience aujourd'hui nous fait croire que bientôt, on va pouvoir inverser les choses et obtenir cette validation fonctionnelle dès le déploiement de cette génération de code sur un container test. Et en fait, on cherchera la validation technique après. L'objectif, c'est de pouvoir être plus rapide dans la livraison de la nouvelle fonctionnalité, des changements, des fixes, parce qu'en fait, on n'aura pas plusieurs allers-retours après. On va pouvoir valider sur le plan fonctionnel après, tout de suite, parce qu'on aura généré le code en prenant en compte tous les éléments de contexte dès le début. La partie aval, les tests et documentation, on va toucher un tout petit peu aujourd'hui sur les dernières vidéos pour vous montrer comment on peut identifier des tests qui doivent être faits sur un ticket en particulier grâce à l'usine, mais on va aborder un peu plus ce sujet jusqu'à la documentation utilisateur et les outils qu'on peut mettre en place la semaine prochaine. Donc, justement, pour nous, le socle, et c'est la suite de ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport au graphe de savoir, c'est qu'il faut construire cette cartographie. Pourquoi l'IA, il échoue par moment? Pourquoi il existe des projets où ils n'ont pas les résultats escomptés, ils n'ont pas les retours sur investissement qu'ils voulaient avoir? Parce que quand l'IA n'a pas le contexte, il ne va pas vous donner des réponses pertinentes. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette cartographie qui vit et qui évolue avec le projet. Vous avez besoin de cette graphe fonctionnelle des interfaces pour que les LLM puissent comprendre des interactions applicatives. Et bien entendu, on est vraiment sur l'hyperdocumentation qui est orthogénérée et maintenue. Je reviens rapidement sur ce point-là. Notre vision, que c'est vraiment un changement de paradigme. Avant qu'on faisait de la doc, déjà, c'était un sujet qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Il fallait le faire, il fallait le lire. Donc, c'était plutôt dans une logique, je vais faire un doc réduit avec que des sujets pertinents, c'était vraiment un résumé. Que là, c'est le contraire. On va documenter tout.
Donc, ça peut être 100 pages, 200 pages, 1000 pages, peu importe. Mais toutes les informations qu'on va récupérer pendant la vie d'un projet, on va pouvoir le mettre dedans parce que ce n'est plus le même usage. Là, cette fois-ci, on va s'appuyer sur un LLM pour consulter cette documentation et poser des questions précises. Donc, on peut mettre autant de pages qu'il faut pour que ça soit bien compris parce que ce n'est pas du tout le même usage. Par contre, il faut absolument que cette doc soit relue quand elle rentre dans la base de connaissances. C'est-à-dire que la facilité, c'est que maintenant, l'IA est capable de créer des docs facilement, mais au moment où ça rentre comme graphe de référence, c'est un petit peu comme si jamais vous aviez une voiture Google à l'époque qui faisait une route, faut que les gens du coin disent oui, c'est bien vrai, elle est bien là cette route, parce que après, ben, ça va servir aux IA pour tout faire par la suite. Donc, justement, l'idée, c'est de provoquer un cercle vertueux. Comme le code va mettre à jour le doc, et après le doc qui va contraindre le code, en fait, c'est le fait que les deux ils vivent ensemble qui va faire qu'on va avoir des résultats pertinents et intéressants par la suite. Il y a l'air d'avoir une question. Oui, j'ai une question. Là, on parle de projet et de documentation de projet. Qu'en est-il quand on est en mode produit et où le produit il est vivant sans cesse? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours une phase en amont d'enrichissement de la documentation pour pouvoir livrer des nouveaux cas d'usage? Enfin, comment est-ce qu'on s'insère du coup? C'est automatique. Alors, justement, l'usine, elle est si on part d'un projet existant, il y a cette phase de je crée mes graphes et je crée ma documentation. C'est comme ça à tous les niveaux. Et après, dans nos usines, je vais rajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est la boucle, toutes ces boucles là qu'on va présenter, c'est là où on gagne le plus de temps. C'est là où on s'est rendu compte de la pertinence d'avoir de l'aide de l'IA. Sur la première partie, sur la boucle 1, j'ai besoin, je suis un fonctionnel, je veux une évolution, je veux changer quelque chose. C'est mon métier, c'est moi qui sais ce dont j'ai envie. Mais pour qu'on ait au plus rapidement ce changement dans l'application, l'interlocuteur idéal qu'on rêve tous d'avoir, c'est le gars qui connaît tout le développement qui a été fait sur le produit et qui est capable de parler mon langage de fonctionnel. Et bien là, c'est exactement ce que l'IA peut faire. Et les premiers agents qu'on a fait, c'est ça. Ce sont des agents qui vont permettre de discuter et de transformer la demande fonctionnelle d'un utilisateur en un ticket parfait, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il va directement lever les ambiguïtés. Parce que lui, il a accès en temps réel à tout le code et à toute la connaissance fonctionnelle de l'outil. Donc, à partir de ce moment-là, par itération, il va y avoir des jeux de questions qui vont créer le ticket parfait. La deuxième boucle où l'IA est intéressante, c'est qu'à partir de ce ticket parfait, on a des agents qui vont travailler les uns avec les autres en connaissant la base technique et en se challengeant. C'est-à-dire que nous, nos boucles, on verra dans les vidéos après, c'est facile, hein, ça part de créer le plan. Il y a une IA qui va dire, moi, pour réussir à faire ça, par rapport à ce que je vois dans le code, je ferai comme ça, comme ça. Et on a d'autres IA qui vont le challenger en disant, bah, moi, je ne suis pas sûr, tu as oublié ça, tu as oublié ça. Puis au bout d'un moment, avec plusieurs itérations, ils ont créé un plan. Une fois qu'il y a ce plan, ils vont faire partie par partie. C'est de l'agentique guidée. Donc, en général, c'est là où on dit que 80% de nos tickets sont directement faits. C'est-à-dire que l'utilisateur, un PO, un fonctionnel, ça génère le code et ça va le déployer directement sur un de nos serveurs, un conteneur, et il va pouvoir voir son application avec ses changements. Et dans 80% des cas, là, le développeur repasse par-dessus et est d'accord avec le code. Il n'y a pas de changement. Donc, on arrive à la troisième
Yeah. Non, mais juste pour être sûr qu'on a répondu à la question, que ça soit un projet en démarrage ou que ça soit un projet qui est déjà vivant avec toute son histoire, la base, c'est de construire cette cartographie. Donc, ça va prendre plus de temps pour un projet historique parce qu'il va falloir vraiment passer du temps sur la construction de la cartographie. Pour un nouveau projet, cette partie-là, il va être faible au début et il va s'alimenter au fur et à mesure. Mais dans les deux cas, on va continuer à la mettre à jour. Justement, on va voir. Justement, elle s'autogénère. Boucle 3. Là, le code est propre. Donc, le développeur va récupérer ce code-là et on lui demande de valider ce code. Par exemple, le fonctionnel a vérifié que ça faisait bien ce qu'il voulait, ça a rajouté un bouton avec des options, des choses. À partir de ce moment-là, il y a revu du code, il y a revu des tests unitaires par le dev aussi. Et c'est ça l'expertise humaine, c'est le retour. Donc, lui, il doit aussi faire une validation, c'est-à-dire que dans le ticket, vous verrez des exemples de tickets qui sont réalisés, il y a les explications de moi, fonctionnellement, il faut cliquer là, il faut que ça ouvre ça. Il doit effectuer, et ces séquences-là sont enregistrées, c'est-à-dire que les clics, donc non seulement on valide le code, l'humain, on valide les tests et on valide les clics, mais directement en les faisant. Si jamais le développeur s'aperçoit qu'il y a un défaut, soit dans les tests, soit dans le code, à partir de ce moment-là, lui, il rentre dans la procédure, et on le verra dans la vidéo, où il relance dès le ticket fonctionnel un ticket technique. C'est-à-dire qu'il va repartir du début pour vérifier que toute la démarche de mise en place, c'est-à-dire avec la décomposition, je vais faire ça, les fichiers, pour voir si jamais, dès le début, il est d'accord avec le process qui est proposé par les IA. Il rentre dans une itération et on arrive, il va le générer avec lui pour arriver à la bonne solution. Tout ce process est enregistré, toutes les corrections sont enregistrées et on arrive sur la boucle 4. C'est l'amélioration continue. C'est l'amélioration des process. C'est-à-dire que non seulement tout l'arbre de connaissances est remis à jour avec les nouvelles fonctionnalités, tout l'arbre de connaissances du code est remis à jour, mais en plus, même si jamais on s'est aperçu que il manquait quelque chose parce que, et souvent, c'est parce que ce n'était pas mis dans les bonnes pratiques. C'est parce que telle variable n'était pas utilisée comme ça, parce qu'on avait oublié de lui dire à l'IA qu'il fallait faire comme ça sur le projet. Et c'est pour ça que les docs grossissent et les spécifications grossissent. Et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de tickets qui passent directement et qui sont validés après par les techs. Justement. On va vous montrer une vidéo. Vous allez voir sur les vidéos, donc le workflow, il est conséquent. C'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps pour vous expliquer le type de boucle qu'il faut retrouver dans un workflow pour qu'il soit efficace. Mais que vous allez vite voir, ils ne sont pas très visibles. Ce sont nos outils qu'on a développés. Mais ça peut être la même chose avec un N8N. Il y a des gens qui travaillent sur d'autres. Mais c'est parce qu'à l'époque, quand on a commencé, ça fait 3 ans et demi. Donc, il n'y avait pas, N8N n'avait pas de cette partie agentique. Donc, nous, on a dû tout développer. Donc là, dans l'exemple qu'on montre, c'est la prise d'un ticket. Là, on l'avait fait avec la récupération sur un mail pour montrer que les MCP fonctionnaient. Mais peu importe, là, on a récupéré le mail et après, il y a une itération. On discute avec un PO, par exemple, qui va redonner justement des explications par rapport aux besoins. Et il va y avoir des questions et des clarifications. Comme l'IA, elle a accès à toute la base de code, elle a accès aux docs fonctionnels qui ont été créés, elle comprend vraiment la demande et elle lève les ambiguïtés. Là, sur le côté droit, vous voyez Oxa Pocket. C'est notre outil avec le petit assistant en bas et puis la fenêtre de conversation. Je vais vous donner un exemple parce que nous, toutes les évolutions de ça maintenant passent dans l'usine. Moi, je lui demandais, je voulais plus, la nouvelle version n'a plus le petit crayon, la croix et
nouvelle conversation autour du visage en bas. Et je lui ai demandé de faire les évolutions. C'est l'usine qui les fait, les évolutions. Et quand je lui ai demandé de dire, je lui ai dit, moi, je veux quelque chose qui s'ouvre quand je passe dessus. J'ai fait des tests et il m'a tout de suite demandé, mais il m'a dit, quand tu parles de l'assistant et du visage de l'assistant, est-ce que tu parles de celui qui est en bas à gauche de l'écran, et je ne lui avais pas précisé, ou de celui que tu peux avoir dans une conversation. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on a un spécialiste au moment où on fait sa demande fonctionnelle qui va interagir avec nous en connaissant toute la base de code. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le ticket, tu peux continuer, mais tous les tickets ne passent pas tout de suite parce que techniquement, au départ, il peut avoir oublié des fichiers ou fait des choses comme ça. À partir de ce moment-là, nous, on rentre dans la deuxième phase où le développeur va reprendre et suivre, un petit peu guider. Il se met dans la voiture qui est un peu automatique, là, mais il vérifie point par point. C'est pour ça qu'il refait un ticket technique cette fois-ci. Il va reprendre le ticket fonctionnel. Et il va essayer de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le développement logique de la solution. C'est-à-dire qu'à chaque coup, il va rentrer dans la conversation où des IA se challenge et se pose des questions, et lui, il va intervenir. Et il va intervenir en tant qu'humain avec sa connaissance du projet. Et il va dire, ouais, moi, là, pour l'instant, tu me dis que tu veux faire ça comme ça, mais moi, je te dis, classiquement, nous, dans notre projet, on ne fait pas que ça comme ça. On prend plutôt cette liste-là qui nous permet d'avoir les services. Et avec ces échanges à 3, parce qu'il y a 2 agents et l'humain, petit à petit, ils refont le plan. Et ça donne exactement les endroits des fichiers qui sont modifiés, le plan à suivre. Et une fois que ce ticket est très clair, c'est le vrai fin, c'est le mot qui est intercepté là, tout le monde est d'accord. À partir de ce moment-là, on peut passer à la génération. Mais nous, c'est ce qu'on a vu, c'est reprendre un ticket qui, à la fin, a été généré par l'IA, c'est trop tard. Il faut revenir en amont et corriger sa logique. Et si jamais on corrige bien sa logique avec un développeur, là, à partir de ce moment-là, ça va très bien marcher. En général, ce qui se passe sur les tickets qui ne passent pas, c'est parce qu'ils peuvent être compliqués. Là, donc, l'avantage d'avoir retravaillé avec l'IA et l'humain qui connaît bien le projet, c'est qu'on crée des tickets qui sont hyper clairs, avec même des diagrammes de séquence pour dire, oui, là, c'était un ticket un peu plus compliqué, on devait parler à telle personne, récupérer telle information, aller chercher dans le bac ça, et comme ça clarifie l'ensemble. C'est souvent une problématique d'incompréhension qui fait que le code n'est pas bon. Donc là, on vous a montré une démonstration de comment on va faire pour construire un ticket. Donc, dans un premier temps, la partie fonctionnelle et dans le deuxième temps, la partie technique pour qu'on puisse à la fin avoir ce fameux ticket parfait qu'on va pouvoir utiliser dans l'usine pour faire la partie développement. Donc là, on va vous montrer un exemple avec nos outils qui sont intégrés dans VS Code. Donc, vous allez voir donc l'équivalent de Oxa Pocket, donc qui est notre outil de gestionnaire des agents. Là, vous l'avez vu à droite avec un échange en langage naturel. Là, vous allez le voir à gauche et on est vraiment intégré dans l'IDE parce que c'est ce qu'ils préfèrent aujourd'hui des développeurs sur la partie dev. Donc, bien avant, au début où il y a eu des extensions comme ça qui ont été lancées, on avait déjà nos assistants qui, pour nos équipes de dev, donc, l'assistant, il était au cœur de leur outil VS Code. Ça permettait justement de récupérer les bouts qu'ils avaient changés et d'interagir, de poser des questions, d'avoir une conversation et après de pousser dans le code ou pas et de voir tout de suite. Pourquoi on a choisi ça? On a choisi ça parce que les développeurs ont l'habitude de ces interfaces et on a croisé les mondes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'automatisation qui génère. Ça pourrait générer, ça génère surtout des diffs. On retire une ligne, on en rajoute. Mais pour qu'eux puissent corriger plus facilement, on a développé tout pour que ce soit directement intégré dans VS Code. Donc ça leur permet plus facilement d'interagir
tout ce qu'on a vu avec l'usine, ça leur permet d'interagir en temps réel, de voir les différences, de faire des tests, de renvoyer des actions et de se retrouver vraiment en copilote là, dans ces cas-là. C'est pas copilote Microsoft, c'est pas, mais je vois, je peux faire mes petits changements de développeur comme je veux et j'interagis en même temps avec le gros système. Donc là, pour terminer, on va vous montrer un dernière vidéo juste sur la partie test. Alors, sur une demi-heure, ça va super vite, on est déjà au bout. Donc, on a fait le choix de vous montrer plutôt une partie sur les tests end-to-end. C'est un peu plus visuel, mais c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus la semaine prochaine. L'objectif, c'est juste vous montrer qu'à partir du moment qu'on a un ticket, qu'on a bien construit pour qu'il soit le ticket parfait, qu'il ait été correctement traité par l'usine, on peut utiliser toutes ces informations-là pour déterminer exactement ce qu'il faut tester. Donc là, on s'appuie sur notre graphe de savoir. C'est le numéro Git, là, le 3141, Oxapocket. Donc, ce ticket qui, là, c'est juste pour montrer la démo, c'est ce ticket-là, on sait que à ce moment-là, il risque de toucher, créer un assistant, écrire une description. Donc, ça va être tous les tests automatiques qui vont être lancés autour. Et les tests automatiques, c'est des clics qui vont être validés, donc qui vont être lancés sur le conteneur. Est-ce que tu peux mettre en pause 2 secondes? Donc, nous, une fois que le code est créé, on demande aux développeurs de venir le valider en cliquant pour vérifier que ça fait bien ce que ça doit faire. Si jamais ils sont 3 normalement pour valider le ticket, si jamais ils valident, un des accusés de réception, c'est oui, j'ai vu que ça faisait ce que ça devait faire et c'est enregistré. C'est-à-dire que ça va aider, lui, le fait d'avoir cliqué dans la fenêtre pour suivre les tests qui étaient déjà écrits dans le ticket de départ, ça doit faire ça, ça doit faire ça, ça doit faire ça. Ça alimente le graphe de connaissances. Ce qui fait que la prochaine fois, ces tests-là seront rajoutés dans le graphe de connaissances. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on voit à l'écran, c'est qu'en plus, juste une fois qu'il a fini, il y a un test qui est fait pour toutes les actions autour. Et pendant les 2 prochaines heures, on lance, alors ça peut être plus, ça peut être moins, toutes les actions qui sont à risque pour les retester dans l'application, sur le conteneur. Et comme ça, à la fin, on a un rapport en plus. On peut continuer à développer parce qu'il y a des développeurs qui ont validé le ticket, mais en plus, on a tout un tas de tests fonctionnels qui sont lancés pour vérifier que même autour, il n'y a pas d'effet de bord et ça continue à fonctionner. Donc justement, pour conclure, nous, pourquoi on parle de GPS? Parce que c'est le GPS, il va nous donner cette cartographie qui va être nécessaire aussi bien pour les phases en amont, pour clarifier bien qu'est-ce qu'il faut faire et s'assurer que la demande est précise et corresponde aux informations qui sont nécessaires pour le traitement derrière par l'usine logicielle. On va sécuriser le plus possible parce que c'est une approche hybride, il faut une validation humaine, aussi bien sur les phases de mise en route du graphe de savoir, mais aussi pour les tickets, pendant les phases d'affinage et pendant les phases de validation. Il faut une interaction humaine. Et bien entendu, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Toutes les informations qu'on va utiliser sur ces parcours, sur ces tickets, on va les stocker, on va les ajouter dans le graphe de savoir pour qu'on puisse en servir la prochaine fois. Et ça fait évoluer le mémoire collectif qui est un peu la base de notre approche. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jean-Baptiste, une petite question. Par rapport à l'émission justement de la demande qu'on appelle un ticket ici, est-ce que cette demande, elle est nativement saisie depuis l'usine ou elle peut être saisie depuis un ITSM type Jira ou ServiceNow? Alors, nous, dans nos agents, on peut se connecter à tout ce qu'on veut. Ça peut être une messagerie, ça peut être un Jira, ça peut être des tickets. C'est justement le système, il est voilà, les entrants, on peut créer une messagerie
on peut très bien prendre, nous, on est plutôt Google, on peut prendre une conversation dans Google, on attribue à un projet, et nous, on est en train de travailler là sur un outil qui regarde tout ce qui passe. Et tout ce qui passe, par rapport à ça, on va générer des nouveaux tickets, et si jamais il y a un process de validation, ils peuvent être soumis. C'est-à-dire, j'ai cette idée-là, hop, on peut générer du ticket. Après, c'est le choix des gens. C'est comment vous allez recueillir la meilleure demande client. Je pense qu'avec le fait que le coût du développement va réellement diminuer, le challenge dans les entreprises, ça va être de valoriser l'innovation fonctionnelle des produits, de la richesse de l'entreprise. Donc, après, ça verra bien comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça a répondu. Si, très bien, merci. Du coup, ça veut dire qu'effectivement, l'usine peut s'intégrer dans des process actuels des boîtes. Partout, dans le format que vous voulez. Merci. Il y a d'autres questions? Moi, j'avais une autre question. Allez-y. Par rapport au test, donc quand on arrive à la post-développement et qu'on fait les premiers tests unitaires, ces premiers tests unitaires, ils sont réalisés par le dev ou ils sont réalisés par l'IA? Alors, l'idée, c'est... Je suis hyper actif et je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense, donc je vais le dire. J'ai trop été frustré par des devs de temps en temps qui, je leur demande une évolution, ils me le font et je la teste et j'ai envie de sauter par la fenêtre parce que je me dis mais il ne l'a pas testé, c'est pas possible. Et donc nous on a pris le parti maintenant, c'est simple, ça se déploie sur le conteneur. Je veux que tu lises ce qu'il y a dans le ticket et que tu cliques aux endroits. Pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que ça oblige au moins le dev à avoir, parce qu'il y a les tests unitaires qui sont développés en parallèle et ça on les lance aussi, mais du test fonctionnel, c'est au moins la courtoisie quand on valide quelque chose que par rapport à un utilisateur, on a vérifié que ça allait faire le minimum de ce qu'il attendait, qui était écrit dans le ticket du début. Donc, pourquoi en plus c'est intéressant pour nous? Parce que le fait qu'il l'ait fait, si jamais il y a on a des outils automatiques, le crawler chez nous, c'est un outil qui s'est cliqué partout et qui observe les pages et qui, avec une IA, va essayer de trouver tous les use cases qu'on pourrait mettre. Il voit le HTML, CSS, mais il voit aussi l'image. Donc, il est capable d'inventer des cas de test. Mais ce truc-là, il a beau être très bon, rien de tel que si jamais on peut, dès le début, enregistrer les vrais cas qui sont demandés, c'est encore mieux pour enrichir l'arbre de connaissances. Parce que si on crée un nouveau bouton avec des nouveaux sous-menus, c'est pas mal de lui avoir montré une fois, d'avoir été sur la route une fois avec lui, parce qu'après, il va observer tout ça, il va pouvoir rajouter des cas. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on demande aux devs de cliquer, et après, il y a le crawler qui se met sur cette nouvelle branche et qui va, sur le conteneur, observer les choses et voir si elle peut mettre des tests en plus sur cette branche-là. Donc, c'est accompagné, c'est-à-dire qu'il y a l'humain, mais pour que ça ne parte pas dans tous les sens, parce que c'est un peu le défaut du crawler, c'est que si jamais on ne lui dit pas dans le sens où il veut partir, il peut nous inventer des trucs. Alors que là, on sait qu'en s'inspirant de ça, il va essayer de trouver des tests qui seront intéressants de mettre en place autour. Je ne sais pas si j'étais clair. Très clair, merci. D'autres questions? Bon, dans ce cas-là, on va s'arrêter là. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est ce que veut dire Nina. C'est que nous, on est à votre disposition. On est très preneurs, en plus des interactions, des questions de cas concrets, parce que nous, on commence là à avoir des clients qui mettent en place
des vraies belles choses et c'est très bien, mais plus on aura d'expérience, de limitation, plus ça va nous faire nous poser des questions. Donc vraiment, même si on ne travaille pas ensemble par la suite sur ça, c'est pas grave. Moi, interagir avec des gens et comprendre les freins, c'est très intéressant. Donc par la suite, si jamais vous avez besoin, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra interagir sur ces questions-là. En tout cas, merci. Merci à tous. Et très bon week-end.